dans ce nouveau numéro de votre émission Vision que Canal Algérie vous propose tous les lundis. Ce soir, nous allions revenir sur un tournant majeur de la vie politique française, la démission du Premier ministre Sébastien Lecornu, moins d'un mois après sa nomination, plongeant la France dans une nouvelle zone de turbulence politique. Et puis, hop, coup de théâtre, voilà que l'on apprend que le président Macron vient de lui donner 48 heures pour tenter des négociations de la dernière chance. Le président français se dit prêt à prendre ses responsabilités en cas de nouvel échec du Premier ministre démissionnaire. Une situation inédite qui pose plusieurs questions. Pourquoi une telle impasse? Quelles conséquences pour la France, son économie, son image à l'international? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Monsieur Mohamed Saïd Benazouz, politologue. Monsieur Benazouz, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons également avec nous Monsieur Mohamed Achir, maître de conférence en économie. Mohamed, bonsoir et ravi de vous retrouver. On peut se tutoyer, puisqu'on se connaît, c'est vous et moi. Merci. Très bien. Et puis, nous avons également avec nous Sami Qaidi, consultant de la chaîne Canal Algérie. Sami, bonsoir. Bonsoir Halim, c'est toujours un plaisir d'être à vos côtés. Merci beaucoup, Sami. Et nous avons également avec nous, à partir de Paris, M. Badis Khnissa, spécialiste des questions internationales. M. Badis Khnissa, bonsoir et merci d'avoir répondu favorablement à notre sollicitation. Bonsoir, merci, je vous en prie. Alors, je vous propose, si vous le voulez bien, avant d'entamer notre débat, de suivre ce sujet que nous propose notre ami et collègue Afaf Belhouchet sur la situation politique qui prévaut justement en France. La foudre est tombée sur Matignon. En quelques heures, Sébastien Lecornu a quitté son poste de Premier ministre. Son gouvernement aura tenu une nuit. À peine 24 heures après sa nomination, tout a implosé. Les Français, eux, restent stupéfaits. En 14h26, le gouvernement aura duré. Et je trouve que c'est un peu... c'est pas normal. Quoi ? Qu'est-ce qui va remplacer? On s'interroge, on s'inquiète, oui. Un sentiment de sidération qui résume cette journée. Hier soir, Lecornu présentait la première partie de son gouvernement, mais à l'aube, les Républicains, pourtant alliés, menaçaient déjà de claquer la porte. 9h40, l'Élysée confirme la démission. Une heure plus tard, c'est dans la cour de Matignon qu'il s'explique. La troisième des choses, c'est que la composition du gouvernement au sein du socle commun n'a pas été fluide et a donné lieu au réveil de quelques appétits partisans, parfois non sans lien, c'est d'ailleurs très légitime, avec la future élection présidentielle. Traduction, il n'avait plus de majorité ni de partenaire fiable. Les gestes envers la gauche n'ont rien changé, le socle commun s'est fissuré de toutes parts. À droite, la colère, Bruno Retailleau évoque un manque de confiance et cet après-midi, Bruno Le Maire a annoncé sa propre démission. Un symbole, la digue cède jusque dans le premier cercle du pouvoir. À gauche, on appelle à reprendre la main. Le Parti socialiste réclame un Premier ministre issu de la gauche et des écologistes. Nous demandons donc aujourd'hui au président de la République la nomination d'un ou d'une première ministre issue de la gauche et des écologistes, ouvert au compromis, s'engageant, comme nous l'avions dit il y a plusieurs semaines, à ne pas utiliser l'article 49.3. Jean-Luc Mélenchon, lui, pousse plus loin. La destitution du président de la République telle qu'elle est prévue par la Constitution elle-même. Dissolution, cohabitation, destitution, les mots de la crise s'entrechoquent. Et pendant ce temps-là, Emmanuel Macron garde le silence. Aucune allocution, aucune annonce. Sinon cette certitude, rien n'empêche juridiquement le président de reconduire Sébastien Lecornu et de lui confier la mission de reformer une équipe plus resserrée. La crise, c'est une tripolarisation de la vie politique extrêmement structurelle et structurante pour les partis qui ne permet pas de construire des majorités. Et là, en la matière, vous renommez Sébastien Lecornu ou Tartampion à sa place, il est assez probable qu'il ne trouve pas plus de majorité. À 19h, Emmanuel Macron choisit finalement de temporiser. Il demande à Sébastien Lecornu de rester en mission 48 heures pour tenter de bâtir une plateforme d'action de stabilité et revenir mercredi soir avec une nouvelle copie. Macron se dit prêt à prendre ses responsabilités si cet ultime effort échoue, mais lesquelles? Dissolution, reconduction ou simple gestion de crise? Les oppositions n'y croient plus. Ce soir, Lecornu n'est plus vraiment démissionnaire, pas encore reconduit et déjà sur le fil. La foudre est tombée, elle pourrait bien mercredi soir frapper encore.
Alors, vous l'avez compris, nous allons bien sûr revenir sur cette démission du Premier ministre français Sébastien Lecornu. Mais avant cela, on voudrait s'intéresser à cette décision de dernière minute du président Macron de garder Sébastien Lecornu pour mener ce qu'il a appelé une mission de la dernière chance. Que peut révéler cette décision, M. Badistre-Nissa ? Oui, tout d'abord, cela relève à ce que est devenue cette situation politique en France, à savoir une déliquescence caractérisée, chronique, pathologique. Et puis, vous l'avez effectivement à juste titre souligné dans votre reportage, c'est que c'est un peu aussi la Ve République qui est à bout de souffle. C'est un président aujourd'hui isolé. C'est une crise de régime, notamment. Appelons les choses par leur définition. Tout à fait. Vous avez aujourd'hui un modèle qui s'appelle la Macronie. D'ailleurs, on peut le qualifier comme l'anatomie d'une chute de celle de la Macronie, qui aujourd'hui a atteint ses limites. Ses limites, y compris au sein même du cercle très proche et très restreint du président. Je souligne que les alliés d'hier, notamment, j'entends par là le parti Horizon et Édouard Philippe, le centre à travers Bayrou, et même les plus proches de Macron aujourd'hui, je dirais, interpellent notamment sur ce modèle qui est resté aphone et qui n'a pas su peut-être valoriser la voix populaire. Et je rappelle aussi, si on revient un peu à la genèse justement de cette instabilité politique, et d'ailleurs, quand je parle d'instabilité, permettez-moi d'ouvrir une petite parenthèse, le président de la République, il y a quelques mois, au lendemain des élections législatives dans lesquelles le fameux NFP, le nouveau Front Populaire, est sorti gagnant, avait justifié son choix d'éviter un Premier ministre de la NFP pour éviter l'instabilité. Or, aujourd'hui, c'est plus de l'instabilité, c'est une crise sans précédent, encore une fois, qui met en péril tout simplement et tout bonnement la Ve République. Donc, vous voyez bien que c'est effectivement par opportunisme électoral, et je pense que Sébastien Lecornu, lors de sa dernière déclaration, l'avait souligné, d'ailleurs en qualifiant avec une phrase qui m'avait marqué, il faut toujours, je cite, il faut toujours préférer son pays à son parti, que certains n'ont pas su justement s'élever au-delà de l'intérêt clanique pour aller vers de l'intérêt général. Donc il y a effectivement un braconnage électoral, il y a un calendrier électoral et un agenda particulier pour les uns et les autres, y compris au sein de ce même gouvernement, à savoir Bruno Retailleau, qui d'ailleurs, juste après sa nomination, avait critiqué lors d'un tweet pour qualifier de gouvernement qui n'est pas véritablement en rupture. Oui. Et puis vous avez les autres qui s'inscrivent plutôt dans un instinct de survie politique, puisqu'il y a des ambitions, il y a des carriéristes, et puis il y a aussi les élections présidentielles 2027 qui se profilent, mais avant cela, on a les municipales également. Très bien. Alors, Monsieur Benazzouz, le président Macron a pris tout le monde à contre-pied. On ne s'attendait pas du tout. On ne s'attendait pas du tout à une telle décision, parce que choisir Sébastien Lecornu, il aurait pu peut-être choisir une autre personnalité politique pour mener ces consultations de dernière minute, comme il les a appelées. On aurait pu penser qu'il aurait, par exemple, refusé la démission de Sébastien Lecornu et de lui confier justement cette tâche. Donc, comment expliquez-vous c'est une manœuvre politique ? Absolument. Je pense qu'il y a des options qui restent à explorer. D'abord, essayer de négocier pour voir si on peut, entre guillemets, rattraper le coup. Sinon, après, on pourrait aller vers carrément la dissolution de l'Assemblée. C'est ce que veut le RN pour des raisons évidentes, bien sûr. Vous connaissez le problème qu'il y a entre Marine Le Pen et Bardella. Donc Marine Le Pen serait pour la dissolution et non pas pour le départ de M. Macron ou sa destitution. Monsieur Achir, cette décision, c'est un aveu de faiblesse, ou on peut également penser que c'est un petit calcul de la part de l'Élysée, gagner du temps par exemple? Tout à fait. Macron essaie justement de gagner du temps en attendant justement d'avoir des marges de négociation avec éventuellement d'autres formations politiques ou reconstituer un peu son camp qui est le camp de la droite.
c'est vrai que je pense qu'il ne s'attendait pas à une telle décision de son Premier ministre, le Cornu. Donc, et même de la sortie aussi de Retailleau, parce que en quelque sorte, on peut dire que c'est Retailleau qui a provoqué un peu cette situation de démission du Premier ministre. Oui. Donc cela voudrait dire que le camp de la droite et bien sûr et de la Macronie aussi est fissuré. Et ça provoque justement vraiment beaucoup de problèmes pour le président de la République, étant donné que maintenant il ne peut plus compter sur ce camp de la droite. Et il sait très bien que maintenant aussi il est désavoué par les autres formations politiques. Il n'y a que le PS qui est dans un autre calcul, politicien aussi, et c'est une ambition beaucoup plus de pouvoir, pour reprendre un peu, c'est-à-dire de Matignon, c'est-à-dire le gouvernement. Mais ce qu'il faut noter, c'est que actuellement, il y a une fragmentation qui s'est aggravée, non seulement au niveau du Parlement, bien sûr qu'on le connaît, c'est impossible de constituer une majorité, mais aussi au niveau de cette minorité présidentielle. D'ailleurs, ce qu'on parle aujourd'hui d'une minorité présidentielle qui s'accapare un peu du Parlement, mais qui n'arrive pas à constituer une majorité. Donc c'est vraiment une crise ouverte actuellement, et Macron essaye de gagner plus de temps, et il va tenter surtout davantage, c'est une hypothèse, de convaincre le Cornu de rester comme Premier ministre et élargir un peu les négociations avec d'autres formations politiques. C'est vrai que c'est allé très vite. Il y a eu l'annonce du gouvernement hier soir, la démission ce matin de Sébastien Lecornu, et puis cette décision du président Macron. Mais avant, justement, d'annoncer une démission, Sébastien Lecornu s'est entretenu avec le président français durant 1 heure. Il aurait pu penser à cette solution. Pourquoi avoir attendu jusqu'à ce soir pour annoncer, ou du moins en fin d'après-midi, pour annoncer cette décision de garder Lecornu pour justement entreprendre ces consultations de la dernière chance, comme il les a appelées? Alors tout d'abord, il faut qualifier la situation actuelle en France. Il s'agit d'un véritable séisme politique. Certains préféreront l'expression de vaudeville politique. En réalité, il y a eu une accélération de l'histoire et une décision surprenante prise à la dernière minute, quelques heures après seulement la nomination du gouvernement, 14 heures. Après l'annonce de Sébastien Lecornu et la présentation aux Français de la nouvelle formation gouvernementale qui n'a pas duré. Pourquoi il y a eu cette décision du président français? Je pense que les pressions issues de la classe politique et même des forces présentes au sein du gouvernement ont fait que la situation est devenue au fil des heures insoutenable. Il faut parler un peu de cette composition. Parmi les 18 membres de l'exécutif français, 4 étaient des membres des Républicains, donc de la droite, et 8 d'anciens membres des Républicains. C'est-à-dire que sur les 18 en présence, 12 font partie du bloc de droite. Donc finalement, on voit bien qu'il y a des dissonances au sein de ce groupe de la droite élargie, à l'extérieur de ce bloc-là, au sein de l'extrême droite. D'ailleurs, à ce propos, on a pu entendre rapidement les propos de Marine Le Pen qui parle de crise de régime, qui dit clairement que Emmanuel Macron n'a que 2 choix, celui de la dissolution ou de la démission. Le Rassemblement national parle également de... On va revenir sur les réactions, Samy, mais je voudrais rester justement sur cette décision. Cette décision, pour moi, elle est clairement liée à des pressions tant internes au sein de l'exécutif qu'à l'extérieur, c'est-à-dire au sein de la classe politique française. Monsieur Khnissa, vous pensez que Lecornu peut jouer ce rôle de médiateur après avoir annoncé sa démission? Pas du tout, pour la bonne et simple raison. D'abord, il faut rappeler que les tractations durent depuis 3 semaines, depuis sa nomination.
Et au final, c'est un peu une montagne qui accouche d'une souris, puisque ce gouvernement n'a eu que 14 heures de durée de vie, donc un gouvernement mort-né, et qui plus un gouvernement qui était censé être bâti sur le compromis. Ce mot revenait à chaque fois, notamment sur la bouche du chef, enfin du Premier ministre, y compris aussi par le président de la République, Emmanuel Macron. Donc, vous voyez bien que finalement, compromis ou compromission, il y a une zone grise entre les deux, puisque je rappelle que malgré certaines compromissions de la part de l'OCORNU, notamment au niveau du Parlement, où l'exécutif ou le bureau du Parlement a été favorisé à l'avantage, notamment du Rassemblement national, avec plusieurs postes de secrétaire, plusieurs postes de vice-président, cela n'a pas suffi, puisque, encore une fois, il y a une certaine distanciation stratégique de la part de certains alliés de Macron, et il y a un braconnage électoral, un opportunisme démesuré, qui aujourd'hui s'appuie sur une position de faiblesse, notamment de ce gouvernement, à travers lui, bien sûr, le président, comme je disais tout à l'heure, qui est un président totalement isolé, y compris par son propre parti. D'une part, vous avez effectivement, ça a été évoqué, entre la demande de démission du président elle-même, qui, elle, constitutionnellement est possible, mais hautement improbable, puisque le président veut une continuité d'État. Et vous avez également la demande de dissolution du Parlement, effectivement, qui est une potentialité, une forte potentialité dans les jours à venir, en tout cas après mercredi. Mais toujours est-il, Sébastien Lecornu est, je dirais, un chargé de mission aujourd'hui plus qu'un Premier ministre. Et j'en veux pour preuve, Sébastien Lecornu a rapidement clarifié les choses avec le président, en imposant le fait qu'il ne voudra pas être reconduit comme Premier ministre. Même s'il réussit dans sa mission de... Il avait dit qu'il refuserait d'être le Premier ministre, même s'il réussissait dans sa mission justement de ces consultations de la dernière chance. Oui. C'est exactement symptomatique, effectivement, de cette déliquescence, cette instabilité. Lecornu n'aurait pas dû accepter le premier jour. Je pense que par sa proximité, parce que beaucoup disaient qu'effectivement on aura un Macron bis à Matignon, et cela n'a pas duré, puisqu'effectivement, au gré des entretiens, beaucoup ont vu effectivement une certaine fébrilité, une certaine fragilité dans son approche, avec l'espèce de ratissage large. D'ailleurs, il y a eu quelques volte-face sur notamment les retraites, sur la justice fiscale, mais cela n'a pas été suffisant, puisqu'encore une fois, il n'y a plus de projet aujourd'hui. Encore une fois, je me répète, la Macronie fait plus figure d'épouvantail, notamment de rejet, que de projets comme le fut en 2017. Et je conclurai sur le fait qu'effectivement, ces tractations de dernière chance auront pour but, de mon point de vue, pour mettre les partis politiques et les classes politiques et cette arithmétique des blocs qui a créé cette crise, en face de leur destin, en face de leur responsabilité, non pas envers le président, envers les Français, pour appuyer sur le bouton dissolution. Monsieur Renissa, je vous relance sur ça justement avant d'aller vers Agir. Est-ce qu'on pourrait penser, et c'est ce qui nous étonne un peu, que Lecornu pourrait réussir en 48 heures ce qu'il a échoué à faire durant presque un mois? Est-ce que ça ne le discréditerait pas pour la suite de sa carrière politique, justement, d'avoir accepté cette mission? Je pense que Sébastien Lecornu sait pertinemment que sa carrière est foutue. Permettez-moi cette expression triviale. Il sait pertinemment qu'effectivement, il a atteint un point de non-retour, un point irréversible. Et tant qu'à faire, effectivement, il souhaiterait continuer cette mission qui est celle d'arriver à une espèce de consensus de façade, une espèce de gouvernement de compromis. Mais encore une fois, on n'a pas trois solutions. On a une solution qui est peut-être aboutir effectivement à un gouvernement que j'ai qualifié de transition, peut-être tenu par un Premier ministre sans ambition électorale, un Premier ministre peut-être technocrate consensuel effectivement, qui saurait effectivement élargir la base du socle et parler et dialoguer avec tous, où vous avez effectivement la dissolution. Et je pense, et d'ailleurs il faut lire entre les lignes dans la déclaration de Macron qui disait effectivement « j'en assumerai les conséquences et j'assumerai mes responsabilités », à savoir c'est un peu le prélude qui avait eu lieu avant la dissolution du Parlement précédemment. Donc je pense que Emmanuel Macron voudrait tirer toute cette classe politique avec lui, notamment dans cette bérésina politique, cette crise politique, avant d'aller effectivement vers cette expression d'ailleurs qu'il avait répétée à l'époque,
rendre, je dirais, le gouvernement à la voie populaire, c'est-à-dire revenir un peu au suffrage, revenir aux législatives par ce levier qui est la dissolution, qui est aujourd'hui effectivement constitutionnellement possible, mais politiquement risqué. Alors, on parle tout le temps de ce compromis. Est-ce que ce compromis peut aujourd'hui exister entre la gauche, la droite et le RN, alors que le fossé ne cesse de se creuser, justement? Et on a vu les réactions au sein même d'un même parti. C'est la cacophonie totale. Je pense qu'il est extrêmement difficile de construire un compromis. Oui. D'ailleurs, maintenant, en l'espace de quelques mois, Macron a consommé déjà 3 premiers ministres. 3 premiers ministres. Donc cela montre que la crise est profonde. D'abord, c'est une crise de légitimité. Pas du président, bien entendu. Le président, il est légitime. Donc les Français ont voté pour lui. Mais elle a provoqué une crise de légitimité parlementaire et du gouvernement. C'est-à-dire, le nouveau Front populaire comme bloc était premier. Donc normalement, il lui appartenait de constituer, bien sûr, avec le président, son gouvernement. Donc c'est Macron qui a provoqué d'abord cette situation chaotique, étant donné que c'était son initiative, la dissolution du Parlement. Donc il a dissous le Parlement. Après, il s'est retrouvé incapable justement d'assumer les résultats des urnes, des Français. C'est-à-dire en matière de nouvelles compositions politiques, de la représentation politique au niveau du Parlement. Donc cela veut dire que le compromis, il est extrêmement difficile, même si par calcul politicien, par calcul aussi individualiste, c'est-à-dire en essayant un peu de jouer sur des personnalités dans la gauche, le centre, etc., la droite et tout. Mais après, ce qui est plus difficile aujourd'hui, ce n'est pas de constituer un gouvernement, mais d'avoir la majorité au niveau du Parlement pour faire passer le budget. Parce qu'il y a des questions aussi qui sont importantes par rapport au budget, par rapport aux économies budgétaires à faire. Donc, est-ce qu'ils peuvent arriver jusqu'à faire les économies de 40 milliards d'euros? Donc c'est-à-dire la persistance de la crise va transcender même la constitution d'un gouvernement. Donc c'est pour cette raison que des formations politiques demandent justement d'y aller carrément vers une nouvelle élection législative. Parce qu'actuellement, il est extrêmement difficile de constituer ou bien de construire un compromis. D'autant plus que, et on le relève dans les déclarations des différents responsables politiques français. Donc il y a de l'égoïsme de part et d'autre. Donc oui, il y a plus une attitude, c'est-à-dire en quelque sorte, ils sont plus politiciens que politiques. C'est ce qu'a déclaré justement Sébastien Lecornu. Pourtant, Sébastien Lecornu, qu'on disait un homme de dialogue, c'est quelqu'un qui a travaillé dans presque la discrétion, on ne l'a pas beaucoup vu. Il a essayé justement de trouver un compromis entre... Et on n'a pas arrêté de lui parler de ligne rouge, c'est ce qui l'a un peu agacé. Il a renoncé au 49.3, c'était un geste de sa part, un geste très fort, et pourtant ça n'a pas suffi pour convaincre tout le monde. En réalité, renoncer au 49.3, c'est une question très naturelle. Pourquoi? Parce que si on revient à la Constitution de 1958, celle du général de Gaulle, les pouvoirs du président se sont plus accentués par rapport à ce qui est Parlement. Mais actuellement, il y a une réalité parlementaire, c'est-à-dire il y a une très grande fragmentation. Dans l'histoire politique de la France, on a juste quelques expériences de cohabitation. Mais actuellement, même au niveau du monde, il faudrait que les politiciens commencent à réfléchir en termes, disons, de coalition. C'est ce que M. Lecornu, à la conclusion, à sa deuxième conclusion qu'il a tirée, il a relevé une certaine intransigeance. Et il disait que personne n'était majoritaire
Mais mais tout le monde était intransigeant. Oui. C'est-à-dire que ça pourrait peut-être nous renvoyer à ce que disait déjà le général de Gaulle, qui disait: comment voulez-vous concilier les gens dans un pays qui produit 246 types différents de fromage. Oui. Donc vous voyez, je rejoins l'avis de mon ami Mohamed, que ce sera une tâche vraiment très difficile. Il faudrait que les gens pensent au principe de coalition, c'est-à-dire vraiment un compromis élargi. Oui. Alors, on parle souvent des réactions des partis politiques et des syndicats, et on oublie un peu de parler des citoyens français, et nous avons une forte communauté algérienne installée justement là-bas. Comment elle vit justement cette situation inédite, cette situation politique, Samy? Déjà que les citoyens commencent à désavouer les partis politiques, ils s'intéressent de moins en moins à la chose politique. Ça, ce n'est pas justement fait pour arranger les choses. Oui, et concernant notre communauté résidente en France particulièrement, je pense qu'elle est animée par beaucoup d'inquiétudes, compte tenu aussi de la montée structurelle de l'extrême droite et des discours anti-immigration, des discours anti-islam, des discours anti-Algérie. Elle prend, je pense, dans la figure tous ces discours de haine fomentés par une partie de la classe politique française pour des raisons purement électoralistes, et également l'accentuation de la crise économique en France. Il faut voir que la crise politique va de pair aussi avec cette crise économique. Vous n'êtes pas sans savoir que la France a actuellement une dette qui dépasse les 3400 milliards de dollars. La France a été déclassée par l'agence de notation Fitch le 13 septembre dernier. Donc ça participe également à accélérer la crise économique, la montée du chômage et les ressentiments qui sont bien entendu entretenus pour des raisons bassement politiques. Je voulais aussi revenir rapidement sur ce que Mohamed a dit. Il a parlé de la question très intéressante du budget, encore pour pas nous éloigner de la question économique. On va parler des conséquences, bien sûr. Non, parce que Mohamed a mis en évidence, a mis en lumière le fait que la question du budget peut transcender les clivages politiques. Permettez-moi de rappeler qu'il y a aussi l'adoption d'une loi spéciale, c'est une possibilité, comme au début de l'année 2025. Ça a duré un mois et demi, mais c'est également une autre manière de sortir un artifice pour éviter la confrontation par rapport et le blocage par rapport à la question du budget. Sur le plan politique, revenons sur le plan politique, la crise ne cesse de prendre du volume heure après heure. Rappelons qu'une motion de destitution a été déposée par les partis de gauche au sein de l'Assemblée nationale française. Elle sera étudiée par le bureau spécial de l'Assemblée française ce mercredi, donc demain. Et c'est 108 députés qui ont déposé cette motion, dont 70 de la France insoumise. Très bien. Alors, Monsieur Khnissa, quelle marge de manœuvre réelle reste au gouvernement qui acceptera justement cette mission dans ce contexte justement économique très difficile? Alors, tout d'abord, il faut rappeler une chose aussi. Moi, j'avais entendu ça tout à l'heure. Effectivement, le président Macron n'a pas été surpris, effectivement, de la démission de Lecornu. Emmanuel Macron ne laisse rien au hasard. D'ailleurs, à peine la démission déposée, qu'il l'a acceptée. Donc, il aurait pu la refuser. Tout à fait. Pour la bonne et simple raison, parce que, en fait, cela a permis d'éviter une énième humiliation avec cette motion de censure qui se préparait déjà à l'arrivée au Parlement, puisque le Rassemblement national et le bloc LFI convergent en tout cas sur cette motion de censure qui avait des fortes chances d'aboutir. Donc vous voyez bien qu'il y avait une espèce de calcul d'anticipation notamment pour aller vers une démission que d'aller vers une énième démission que je rappelle aujourd'hui au sein de la classe politique et le gouvernement français. On est avec cette démission au 6e gouvernement
en 2 ans. C'est juste pour vous dire, effectivement, c'est plus d'instabilité, c'est une turbulence inouïe et sans précédent. Maintenant, si on revient sur les scénarios, effectivement, plusieurs scénarios se proposent et s'opposent d'ailleurs, puisque les tractations, on va voir les 48 heures, ce que ça va donner, mais honnêtement, par pragmatisme et lucidité, je pense que cela n'aboutira à rien, si ce n'est qu'encore une fois, à damer le pion à cette classe politique qui cherche l'instabilité au lieu du compromis, qui cherche justement la faillite politique et le positionnement stratégique en perspective par rapport aux élections présidentielles. Mais avant cela, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a les élections municipales qui sont un véritable vivier et une rampe de lancement, notamment pour préparer les présidentielles. Donc le Rassemblement national s'inscrit dessus, le LFI idem. D'ailleurs, LFI a pris ses distances, bon gré mal gré, vis-à-vis de la gauche plurielle, ou la gauche qui est appelée NFP. Donc vous voyez bien qu'il y a des discordances et notamment des divergences stratégiques, parfois même idéologiques, pour des fins stratégiques et politiques. Mais en revanche, si on revient sur effectivement la solution in fine, moi je verrais, si ce n'est pas la dissolution, c'est d'aboutir à un personnage, une personnalité consensuelle, encore une fois, technocrate, apolitique, et qui permettrait de créer une plateforme, et pour reprendre un peu les mots bien choisis du président, une plateforme de coalition, une plateforme de compromis, notamment politique, pour essayer de gérer les affaires courantes, mais surtout aussi de prioriser notamment, comme vous l'avez évoqué, la question du budget, donc à doter la France d'un budget. Je rappelle que 5% du déficit, un déficit de 5% du PIB, et puis surtout aussi donner une certaine stabilité, une certaine transition pour aller vers ces élections, notamment, que ce soit municipales ou présidentielles. Et je reviens sur un point très important, si vous me permettez rapidement. J'avais entendu tout à l'heure, effectivement, la question de la communauté nationale en France. Il y a eu un certain temps, dans une certaine période, une certaine démission politique ou une certaine abstention généralisée, caractérisée, non pas que par la communauté, mais par les Français, parce qu'ils ne se sentaient plus représentés, ils ne se sentaient plus écoutés. Or, aujourd'hui, c'est un peu l'effet inverse, c'est une espèce d'inversion justement de la tendance, puisqu'il y a une prise de conscience. Effectivement, ça a été dit avec des discours stigmatisants, des discours qui galvaudent et qui marginalisent effectivement tout étranger, y compris ces derniers temps les Algériens. Et puis il y a aussi cette rampe de lancement qui est les municipales, où je constate à titre personnel, je côtoie beaucoup de nos compatriotes, où il y a cet engouement à vouloir aller vers les municipales pour être élu, ou maire adjoint, pour effectivement participer dans la politique territoriale, à l'échelle territoriale, qui, elle, est beaucoup plus significative et symbolique que parfois la politique du gouvernement. Alors, une question, M. Benazouz. Quelle image cette situation renvoie-t-elle de la France à l'étranger, notamment auprès de ses partenaires européens? Déjà, si on observe les incidences déjà économiques, on a vu le CAC 40 qui s'est effondré. Pour les Européens, les Français sont déjà en deçà des exigences, que ce soit en matière de déficit ou en matière de dette. Donc on devait être dans les 60% du PIB, je crois, ce qui est fixé par l'Union européenne. Et 3%, je crois, pour le déficit. Justement, j'avais prévu de parler des conséquences économiques avec Achille, mais je parle politiquement déjà, l'image que renvoie cette situation de la France par rapport à ses partenaires. On a vu déjà Berlin réagir et qui aurait souhaité voir une France plus stable. Donc c'est de cette image-là que je parle, surtout sur le plan politique. Absolument. Les enjeux pour l'Europe, surtout pour Berlin, le couple franco-allemand qui à un certain moment jouait le rôle de locomotive. En ajoutant avec le Premier ministre, il y a une question de la guerre en Ukraine. Ces pays sont déjà
bien prépositionnés, c'est-à-dire ont adopté une démarche, disons, offensive. Donc il est normal que l'Allemagne s'inquiète de son premier partenaire dans cette entreprise. Entre guillemets, c'est peut-être ce qui a présidé à la nomination aussi de Bruno Le Maire aux armées, à la défense. Oui. Donc, comme vous le savez, c'est les prérogatives du président de la République. C'est pas le Premier ministre qui nomme le ministre de la Défense. Des armées. Hein. Ouais. Ouais. Donc, je pense qu'actuellement, parler vraiment d'inquiétude, c'est un peu trop tôt en parlant c'est-à-dire, je ne pense pas qu'on est arrivé vraiment à... C'est vrai qu'il y a une instabilité politique, on a vu des instabilités auparavant en Italie, on a vu la Grèce, mais la fonction, vous avez raison, que la France doit jouer un rôle au sein de l'Europe beaucoup plus important. Très bien. Et surtout ne pas constituer une charge, surtout sur le plan économique. Oui, justement sur le plan économique, Mohamed, les réactions des marchés. Oui, il y a eu une baisse de 2%. Déjà à l'annonce de la démission de CAC 40, mais aussi il y a eu une relative hausse du taux d'intérêt des obligations assimilées du Trésor. Oui. Donc, c'est les obligations, c'est avec l'instrument d'endettement de l'État français, donc qui a le taux atteint les 3,6%. Donc cela montre que la France, avec cette tendance, justement avec cette instabilité, c'est un risque politique, ce qu'on appelle en économie le risque politique. Donc ça va... Est-ce que la France peut se permettre cette paralysie justement face à des enjeux pareils? Là, je parle de la dette, du déficit, de l'inflation. Effectivement, donc elle a été déjà... C'est ce qui est bizarre justement. Oui, c'est-à-dire c'est un engrenage de crise actuellement qui s'aggrave avec cette instabilité politique et donc qui ne rassure pas les marchés, qui ne rassure pas les créanciers et même l'attractivité économique des entreprises et la confiance en général. Parce que les investisseurs étrangers. Effectivement, l'économie, la finance, c'est avant tout la confiance. Tout à fait, la stabilité. Effectivement, cette instabilité, cette incapacité de construire des compromis politiques et de donner des garanties, hein, parce qu'il y a des investissements énormes aussi. Hein. La France doit verser annuellement une moyenne de 60 milliards d'euros comme service de la dette. Et ça va augmenter en 2026, 2027, etc. Ça va atteindre, selon les estimations, les 80 milliards d'euros de service de la dette. Vous êtes d'accord avec ceux qui parlent justement du chaos budgétaire en France? Oui, pratiquement, oui. C'est un chaos budgétaire, effectivement, dans la mesure où structurellement, l'économie française ne peut pas reprendre un peu c'est-à-dire reprendre la croissance économique permettant justement le remboursement de la dette. Du moins à moyen terme. C'est ça le problème. C'est-à-dire le déficit ne cesse de se creuser d'année en année et les besoins justement de dépenses ne cessent d'augmenter. D'autant plus qu'il y a eu une contrainte très importante qui a aggravé un peu cette situation, c'est les 5% de budget qu'il faut consacrer pour la défense. Donc ça, c'est une variable aussi qui pèse lourd sur les équilibres budgétaires, non seulement de la France, mais de plusieurs pays européens. Donc le problème, c'est que structurellement, actuellement, l'économie française, elle est dans une situation de désindustrialisation. Il ne capte plus... c'est vrai qu'il capte certains investissements de luxe, etc., mais qu'il ne règle pas la question de la production, de l'offre. Hein, on a parlé une fois de la question du gâteau que la France n'arrive pas justement à augmenter pour permettre une redistribution d'un État-providence. Parce qu'il faut dire que les transferts sociaux en France, c'est 400 milliards d'euros, hein, c'est énorme. Plus les retraites, donc les deux grands postes budgétaires, donc la sécurité sociale, les retraités, les transferts sociaux. Donc tout ça, c'est devenu un fardeau impossible à assumer avec la croissance économique de la France actuellement. Et avec même, c'est-à-dire la capacité, hein, parce que c'est vrai, il a d'autres sources de revenus comme le tourisme, etc. Mais tout ça, il se retrouve dans un phénomène qu'on appelle, que de parler de chaos
budgétaire, peut-être c'est un peu lourd, mais en tout cas, il est dans ce qu'on appelle le piège de la dette. Il se retrouve maintenant dans le piège de la dette, un phénomène connu par les pays en voie de développement durant les années 80. Donc c'est une dette souveraine et qui s'est transformée en piège, c'est-à-dire tout ce qui est revenu de l'État français va servir les services de la dette. Donc voilà un peu le cercle vicieux de l'endettement que connaît actuellement la France. Et en plus, ça tombe dans un moment où la France est en train de perdre son influence en Afrique, où elle vivait essentiellement des marchés africains. Oui, effectivement, et donc tout ce qui est gestion de la situation politique intérieure est forcément corrélé à la situation géopolitique et à la situation internationale, et on constate effectivement un retrait de la France de plusieurs parties de ce monde, notamment en Afrique, où l'influence française était très importante, notamment dans les pays du Sahel. Cette présence diminue, il y a une remise en question, et il y a aussi un chamboulement de la vie politique française. Car en interne, on parle beaucoup d'une fin progressive, d'une mort programmée de la Ve République et d'une transition vers un autre système politique, une sixième République. Ce qui est aussi particulièrement marquant, c'est qu'il y a une forme d'amateurisme dans la vie politique française actuellement. Vous savez, les ténors de la vie politique ont progressivement disparu. Par exemple, Bayrou est actuellement out, le père spirituel de la droite française en l'occurrence, enfin de ces dernières années, Nicolas Sarkozy est en prison, et il y a les Juppé, j'en passe. Voilà, Juppé, etc. Donc il y a une forme de jeunisme. À part peut-être Dominique de Villepin qui propose autre chose. Qui propose une véritable alternative, ça c'est vrai. Mais le spectre actuel de la vie politique française est marqué, somme toute, par un jeunisme, par une forme aussi de politique non consensuelle, et ça diffère un peu des arbitrages anciens. On voit quand même une radicalisation aussi de certains. Par exemple, la figure de Bruno Le Maire a cristallisé un rejet d'une partie de l'échiquier politique français. On voit que certains membres de partis ou des mouvements partisans sont moins enclins à dialoguer, moins enclins au consensus, et ça apporte aussi une forme de situation chaotique, ou une forme de situation un peu anachronique, qui est le fruit aussi de l'inexpérimentation. Oui, M. Benazous, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, au Sahel, je préfère parler de redéploiement. Oui. Parce que on peut faire une sorte de symétrie. Si en France, la Macronie ne croit pas vraiment qu'il faut s'occuper, disons, du Parlement, en Afrique, même si la France est chassée de plusieurs pays, elle ne croit pas que c'est une situation durable. Oui. Alors c'est un redéploiement, on est en train d'utiliser malheureusement des États frères qui veulent bien jouer le proxy. Le président Macron a carrément cité le Maroc comme le proxy pour la France et pour développer un certain nombre d'initiatives pour se redéployer justement. Que la CEDEAO est discréditée, donc il faut récupérer ces élans entre guillemets il y a une dynamique des peuples africains qui... Mais il n'y a pas de retrait, il y a un redéploiement. Très bien. Alors, Monsieur Renissa, c'est bientôt la fin de l'émission, alors je voudrais revenir justement sur cette démission de Lecornu. Il voulait dire quoi, selon vous, en parlant de conditions non réunies? Et est-ce que ces conditions peuvent être réunies en 48 heures? Tout pour la bonne et simple raison, encore une fois, que d'ailleurs ce qui est qualifié comme le socle commun n'a pas pu effectivement impulser le changement, impulser justement la stabilité, entre parenthèses, gouvernementale de cet exécutif qui, encore une fois, est mort-né. Donc, les conditions ne sont pas réunies, c'est dans le sens où effectivement certaines tractations, certains compromis, certaines concessions ont abouti, notamment lors de ces discussions. Ce que je disais tout à l'heure en prélude, en introduction, au niveau du Parlement, où effectivement il y a eu ces postes de vice-présidence très stratégiques, ces postes de secrétaire notamment au sein du bureau du Parlement, qui sont également stratégiques en matière de tout ce qui est législation.
Donc, mais ça n'a pas suffi pour la bonne et simple raison, encore une fois, que le Cornu n'a pas été assez convaincant, n'a pas été aussi assez franc, puisque beaucoup appelaient cette rupture, mais une rupture finalement qui est très évasive et très floue, puisque du propre aveu, notamment de Marine Le Pen, qui aussitôt s'est attelée à appeler justement à la dissolution du Parlement, parce qu'elle sait effectivement qu'elle est en position de force, et ce sera favorable pour sa force politique notamment. Et vous avez un Bruno Retailleau qui était membre du gouvernement et qui se permettait d'appeler un comité stratégique pour discuter effectivement de son maintien ou pas au sein du gouvernement. Ce cataclysme a fait qu'aujourd'hui, effectivement, on parle de droite, mais également de gauche, une gauche qui se cherche, une gauche aussi qui se positionne par opportunisme. Nous avons vu entre les socialistes et les autres, entre les sociodémocrates et LFI, qui pour beaucoup la considèrent comme extrémiste et d'extrême gauche, donc dont le projet n'est pas viable. Donc vous voyez bien qu'il y a une espèce de tergiversation politique dans laquelle aujourd'hui le Cornu s'inscrit, mais dans lequel n'a pas forcément les clés. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a préféré remettre les clés que par lucidité politique, que d'aller effectivement vers un projet chimérique que seul le président aujourd'hui y croit. Un président d'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, isolé, un président son exécutif, un président son parlement, un président, je dirais, un arbitre sans joueur, et donc un président isolé qui, et je rebondis sur tout à l'heure ce qui a été dit au niveau des marchés, qui n'arrive pas à rassurer les marchés, qui n'arrive pas à rassurer ses partenaires européen, puisqu'il n'arrive pas à réformer son propre pays et n'arrive pas à mettre sur les rails son propre pays. Donc effectivement, comme vous le savez très bien, les IDE, l'attractivité économique est intimement liée à la stabilité politique. Or, la France aujourd'hui, elle est en faillite politique. Et très rapidement, M. Khnissa, il visait qui en parlant de ces partis, de la posture de ces partis qui se conduisent comme s'ils disposaient de la majorité absolue? Il visait Bruno Retailleau directement? Tout à fait, les Républicains, Bruno Retailleau qui se prend la place du roi déjà, oui. Qui se voit également en position de force. Bruno Retailleau qui n'a pas hésité, même y compris en étant membre du gouvernement, à critiquer la Macronie. D'ailleurs, il avait dit qu'il ne sera jamais macronien, et la verticalité macronienne ne fonctionne plus pour lui. Donc il se voit, et je rappelle d'ailleurs, vous faites bien de me tendre la perche, c'est quand même un parti qui a cumulé peu ou prou 6% lors des législatives. Oui. Et pour autant, oui. L'ancien gouvernement était formé de quasi les 2/3 notamment étaient issus de la droite. Donc vous voyez bien qu'effectivement il y a un jeu sibyllin, un jeu pernicieux, un jeu machiavélique de la part de Retailleau qui, encore une fois, se positionne et prend ses distances stratégiques, y compris avec son propre parti, puisqu'il est en opposition avec Laurent Wauquiez, oui. Secrétaire notamment du Parti des Républicains, qui lui avait un autre avis, notamment sur justement ce gouvernement. Refusait carrément de participer au gouvernement, alors que le choix justement de Retailleau et de Larcher était de faire partie de ce gouvernement. Merci beaucoup, Monsieur Badis Khnissa. Mohamed, avant de conclure, le scénario le plus probable pour vous? Je pense que ça va durer dans le temps, hein, c'est-à-dire même si, c'est-à-dire il y a deux scénarios, soit arriver à un compromis fragile et construire un gouvernement, mais qui sera bloqué par le Parlement, soit y aller vers la dissolution du Parlement. Oui. Voilà, donc c'est les deux scénarios, c'est-à-dire probables actuellement. C'est-à-dire il est difficile en tout cas de construire. Mohamed, très honnêtement, vous comprenez quoi par les mots d'Emmanuel Macron en disant « je prendrai mes responsabilités, j'assumerai la responsabilité ». On peut penser à une démission éventuelle du président. Mais la démission, il l'a exclue la dernière fois. Hein. Macron s'est prononcé sur la question de la démission. Politique, ça va tellement vite qu'on peut changer. Mais je pense que non. Macron, il compte mener à terme son mandat. En tout cas, il est en train de gagner du temps. Hein. Il est dans cette optique, c'est-à-dire de fuite en avant, en quelque sorte. Et éventuellement, même si, en tout cas, s'il va dissoudre encore une fois le Parlement, ça prendra environ 5-6 mois pour y aller à l'installation d'un nouveau Parlement. Donc après là,
Donc on est carrément dans la fin du mandat. Donc je pense qu'il va jouer sur cette... il va jouer la carte du temps en quelque sorte. Ouais. Mais ce qui est actuellement, c'est-à-dire... Rapidement, c'est-à-dire la question de Bruno Le Maire n'est pas un détail. Hein. Ouais. Il est central, il est politique aussi. Ouais. Même quand on parle de Bruno Le Maire, et s'est adressé cet après-midi, je pense, au président de la République, lui demandant de le décharger carrément de ce poste de ministre de la Défense. Et cette rivalité qu'il a avec Retailleau, elle a du sens aussi. Hein, parce que aussi Retailleau, il a dit un mot quand même un peu grave, en qualifiant Bruno Le Maire de cheval de retour. Hein. Ça, c'est un peu grave aussi. Hein. C'est une accusation quand même assez importante et assez grave. Hein. Mais parce que quand on parle de Bruno Le Maire, même la question de la Russie est posée. La question de la guerre est posée, c'est-à-dire la guerre en Ukraine. Hein. Donc les questions ne sont pas limitées seulement au paysage interne français. Là, désolé messieurs, on me dit que le temps imparti à l'émission est terminé, donc je vous remercie beaucoup. Je rappelle que nous avions avec nous M. Mohamed Saïd Ben Azouz, vous êtes politologue. Nous avions également avec nous Mohamed Hachir, maître de conférence en économie, Sami Qaidi, consultant de Canal Algérie, et je n'oublierai pas, bien sûr, surtout pour sa patience, M. Bedis Khenissa, spécialiste des questions internationales. Merci messieurs, à vous tous. Merci à nos amis techniciens du Studio 2 et surtout merci à vous de nous avoir suivis.